Il est 9h20, merci d'être avec nous. La suite des grands débats ce matin avec notre invité, toujours ce matin, Franz-Olivier Gisberg, journaliste, et le sursaut aux éditions Gallimard avec toujours Elisabeth Lévy et avec Arlette Chabot ce matin. Vos appels 0826 300 300. Pauvre France, à genoux qu'il faut relever. Nous assistons à la décomposition des élites. Nous n'avons plus d'armée, plus de magistrature, plus d'administration. L'occupation les a cassés. Qui a dit ça? Évidemment, c'est le général de Gaulle. C'était en 1940, à la fin de la Seconde Guerre. Quoi, oui, c'était dans les années, fin des années 40. Oui, fin des années 40. Donc, ce portrait, histoire intime de la Ve République, à travers beaucoup, évidemment, le général de Gaulle, pas que, Franz-Olivier Gisberg. Qu'est-ce que vous avez voulu dire et susciter avec ce livre? Quand j'étais petit journaliste, merdeux, venant du fin fond de ma province, où je suis né aux États-Unis, mais j'étais élevé en Normandie. En Normandie, oui. Père américain, mère normande. Vous retournez souvent là-bas, c'est ce que vous dites, quoi. Et j'avais une idée en tête qui était d'écrire un livre sur le général de Gaulle, et d'ailleurs aussi sur Napoléon. J'avais deux projets, je voulais faire des romans, déjà, j'avais la vocation de romancier, mais je voulais faire ces deux livres. Et quand je suis arrivé à Paris, donc j'étais de gauche, socialiste, anti-gaulliste, bien entendu. Alors j'ai tout de suite sympathisé spontanément, énormément avec certains gaullistes, même que j'admirais. Je pense à Pierre Messmer, par exemple, que je vénérais. Parce que c'était un héros, c'était vraiment un incroyable héros. Quand vous regardez la vie de Pierre Messmer, enfin c'est un film, vous savez, des héros de légende, quoi. C'est juste incroyable. Et ils me parlaient du général, et ils me parlaient tous du général avec la même vénération. Et je vais vous dire même, Messmer m'a donné la clé parce que j'ai vraiment écrit ce livre en pensant souvent à sa phrase. Il m'a dit un jour, de toute façon, personne ne comprend le général de Gaulle. Le général de Gaulle était un farfelu. C'était quelqu'un qui avait toujours des idées saugrenues, qu'il essayait sur vous. Il testait sans arrêt les choses. Il faut jamais le prendre au premier degré. C'est-à-dire, donc, vous savez, toutes ces phrases qu'on sort de lui qui sont totalement décontextualisées. C'est vrai. Idiotes. Idiotes parce qu'il cherchait. Il disait, c'est un peu le vieil oncle qu'on met en bout de table. On a un peu honte de ce qu'il dit, mais en fait, il dit des vérités qui nous gênent un peu. Et voilà. Et je pense que quand on a, et ça, c'est pas le seul des compagnons du général à m'avoir dit ça, quand on a ce prisme, je pense qu'on est un peu plus dans la vérité. Et ce que j'ai fait, bien entendu, c'est que ce gros travail, parce que j'ai évidemment tout lu. Parce qu'il y a énormément de choses, il y a beaucoup d'anecdotes. J'ai pris mes notes. Ce gros travail, il y avait quand même aussi un parti pris dès le départ, c'était de sortir le général de Gaulle, le grand corps du général de Gaulle, immense corps, du bain de formol et d'eau bénite dans lequel il trempe depuis si longtemps, avec des biographies qui ressemblent toujours à des hagiographies. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour le général de Gaulle. Sur le tard, évidemment, je suis devenu gaulliste comme tout le monde, mais je dois dire que je suis un gaulliste, qui aime la vérité. L'histoire, édifiante, les bondieuseries, tout ça, c'est pas mon idée. C'était pas mon idée de rentrer là-dedans. Et quand on lit en fait votre livre, il y a énormément de choses qui résonnent avec la période actuelle. Sur la petite phrase que je viens de donner, parce que le débat il est autour de ça, les élites, etc. On a cassé beaucoup de choses dans notre organisation, ça ne va plus. Et par rapport aussi aux médias, puisque c'est une partie qui nous intéresse, par rapport aux médias, il disait grosso modo qu'ils s'en foutaient des journalistes, qui de toute manière étaient tous contre lui, ils étaient tous de gauche, ils parlaient beaucoup même d'extrême gauche, d'extrême gauche, donc de toute manière ça ne sert à rien, il faut pas les écouter. Mais c'est incroyable quand même, quoi. Alors il y a, par exemple, en mai 68, quand une partie des médias d'État d'ailleurs, l'audiovisuel d'État se déchaîne contre le pouvoir, il y a Foccart qui lui dit il faut virer des gens, et tu leur dis mais virez-moi ces chefs là, parce que c'était des gaullistes, et il dit virez-moi tout le monde, mais de toute façon on s'en fout, ça changera rien, je m'en tape. Et d'ailleurs il engueule Perfit à un moment donné parce qu'il trouve que Perfit voit trop les journalistes. Il lui dit parce que mais vous savez que ça sert à rien. Non mais c'est vrai parce que et d'ailleurs il reproche à Pompidou de s'intéresser trop, vous savez, à ce qu'on écrit sur lui dans les journaux. Il s'en fout. Mais ça c'est la force de Gaulle. C'est-à-dire, moi je trouve fascinant dans ce personnage, c'est que c'est son idée, vous voyez, c'est la réforme. C'est pour ça qu'il est très actuel. 1958, le pays est par terre, comme aujourd'hui. Il est par terre. Il y a une guerre civile qui et pendant 10 ans, on l'a pas entendu, quasiment le général. Non, et oui, voilà. Mais c'est vrai, on l'oublie. Il attendait en cachette. Il revenait peu à peu au pouvoir parce qu'il faisait croire à tout le monde qu'il s'intéressait plus, que c'était fini. Mais enfin, il avançait ses pions. Et puis sur un gros mensonge d'ailleurs
il se faisait croire qu'il était Algérie française. Heureusement, il y avait pour ça un gros paravent derrière lequel il se mettait, qui était Michel Debré, et qui était vraiment un des grands militants de l'Algérie française. Mais il se disait, il savait que entre ses convictions Algérie française et sa loyauté envers le général, le jour venu, Michel Debré choisirait sa loyauté envers le général. Donc il s'en est bien servi. Et donc il est arrivé au pouvoir sur ce gros mensonge qui était « je vais vous faire l'Algérie française », à la demande d'ailleurs, n'oubliez pas, des généraux qui ont fait une espèce de simili-putsch, coup d'État un peu ridicule, le 13 mai 1958 à Alger. Ils ont pris le pouvoir à Alger. Et c'était le désastre, tout foutait le camp. Le système politique, à commencer par le président de la République, appelle le général de Gaulle à la rescousse, on le met au pouvoir, et là, bien entendu, il va faire le contraire de ce pourquoi il était venu, parce qu'il veut l'indépendance. Il votait l'indépendance dès la libération, dès 1944. Pas seulement l'indépendance de l'Algérie, on parle sans arrêt de la guerre d'Algérie. Mais attendez, il y avait toute l'Afrique qui demandait l'indépendance. Et je vous rappelle qu'il adorait l'Afrique, il adorait les Africains, les chefs d'État africains, ils avaient vraiment toujours table ouverte à l'Élysée, et l'indépendance des pays africains s'est passée comme une lettre à la poste, on oublie toujours. Avec le fameux Foccart qui s'est occupé alors après, par la suite, il y a toute une forme de légende sur la France-Afrique. Quand on regarde de près, il n'y a pas grand monde qui s'est enrichi, c'est-à-dire que la France-Afrique, c'était surtout un truc de copinage qui continuait. Ils passaient, les chefs d'État africains, on bouffait, etc. Et d'ailleurs, moi, il y a quelque chose qui est tout à fait révélateur, c'est que il avait une boîte, la Safiex, Foccart, qui faisait de l'import-export avec l'Afrique, ce qui est pas très chic pour l'époque. Mais quand on regarde, il s'est pas enrichi du tout avec ça. C'était pas dans la mentalité. Vous voyez. D'ailleurs, De Gaulle aurait jamais supporté 5 minutes que quelqu'un autour de lui fasse du fric. Donc il n'était pas dans cette mentalité-là. Et donc, et surtout c'est ça qui est important. C'est-à-dire par rapport à pourquoi ça résonne aujourd'hui, c'est qu'en 1958, tout est par terre. Il arrive, tout le monde dit que c'est pas possible. Et ben, en quelques semaines, ou en quelques mois si vous préférez, mais je dirais presque en quelques semaines, il lance des réformes énormes. De commencer par les institutions, il refait la Constitution. Il refait la Constitution, et pas du tout comme un président le ferait aujourd'hui, c'est-à-dire sans délégué. Il prend des vraies décisions. Oui, il donne tout à Debré, faites-moi le truc, etc. Il va découvrir, quand le projet est adopté, mais que c'est que ce truc sur les droits de l'homme, il est furax, mais il le lit, c'est déjà trop tard. Et Debré fait ses institutions, refonde ses institutions, Michel Debré, avec les autres, avec ses adversaires politiques qui sont au gouvernement d'ailleurs à l'époque, que ce soit Pierre Pflimlin, surtout Guy Mollet, le socialiste. Et donc il y a une forme de concertation, et tout ça c'est fait à marche forcée. Et je ne parle pas de l'essentiel, la politique économique. La politique économique, alors politique d'austérité, de rigueur, c'est le célèbre plan Jacques Rueff. C'est Jacques Rueff qui fait cette politique. Alors on a mis Antoine Pinet devant, qui est un politique, mais c'est Jacques Rueff. Et évidemment De Gaulle a eu l'intelligence de ne pas mettre Rueff directement aux manettes, parce que c'est un universitaire qui a mauvais caractère, et à mon avis ça serait très mal passé avec les élus, mais c'est Rueff qui a pensé ça, et ça a été extraordinaire pour l'économie française, c'est-à-dire que la chasse au déficit, c'est vrai qu'il a augmenté les impôts, mais en même temps l'économie est repartie, parce que vous savez, quand il est arrivé au pouvoir, c'est vrai que la 4e République, il y a une belle croissance économique, mais c'était un désastre sur le reste, notamment une très forte inflation qu'il fallait juguler. Oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup évidemment de parallèles avec la période que l'on vit. Et alors tiens, il y en a un qui fait justement le parallèle avec le général de Gaulle, on va en parler dans un instant, c'est un certain Emmanuel Macron, qui hier a ironisé, c'est un peu comparé. Vous allez nous dire ce que vous en pensez dans un instant. A tout de suite. Il est 9h32, Franz-Olivier Gisbert est avec nous, une histoire intime de la 5e République, auteur de ce livre Le Sursaut aux éditions Gallimard, avec Arlette Chabot tout de suite, bien sûr, et vos appels 0826 300 300. Oui, j'assume de ne pas avoir été maire, d'ailleurs le général de Gaulle ne l'a pas été, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron aux élus, aux maires hier lors du congrès, et il a fait donc un parallèle aussi avec le général. C'est culotté, c'est osé ou pas, mon général Gisbert? Il n'y a aucun successeur du général qui peut se prévaloir de rien, parce qu'il n'y a pas de rapport. Il faut bien voir. C'est vrai qu'il parle beaucoup de réformes, Emmanuel Macron, comme le général de Gaulle. Mais le général de Gaulle, sa conception de la réforme, c'était ça passe ou ça casse. C'était incroyable, quoi. C'est-à-dire, il y avait... Mais on y va. On y va, quoi qu'il arrive. Il préparait la prochaine génération, mais jamais la prochaine élection. Donc, c'était, comment dire... Il n'était pas dans du en même temps, quoi. Hein. Ah non, pas du tout. Et c'était violent. C'était violent. Mais c'était violent. C'était toujours violent. Et c'est-à-dire, il passait outre
enfin, contrairement au président, mais pas seulement Macron, toute la succession. Peut-être il y a eu Giscard à un moment donné qui rappelait un peu De Gaulle, dans un genre évidemment très très différent, mais quand il est arrivé au pouvoir avec toute cette série de réformes qu'il a pu faire avec Chirac, notamment la loi sur l'avortement. Bon, et ce que vous dites dans ce livre aussi, c'est que finalement la France ne s'est jamais complètement remise de la disparition du général de Gaulle. Ça, c'est incroyable parce qu'on a eu des hommes politiques, des femmes politiques, en fait. D'envergure, parfois d'ailleurs. Parce que, alors pourquoi ? Eh bien, je crois que ce qui s'est passé en 1958, c'est resté dans l'inconscient collectif. Et d'ailleurs, si De Gaulle revient aujourd'hui, moi, franchement, quand j'ai commencé ce bouquin, c'était il y a très longtemps, et c'était pas du tout, on n'était pas dans ce climat actuel. Mais si ça revient aujourd'hui, on sait très bien pourquoi. C'est parce que ça va pas. Les gens ont un sentiment de délitement. Alors, on vous dit, oui, il y a de la croissance, oui, mais en même temps, ils ont l'impression que tout se casse la gueule, qu'il n'y a pas d'autorité, que tout fout le camp, quoi. C'est un peu la phrase que les Français, et d'ailleurs le général de Gaulle utilisait en 1958, et après d'ailleurs en 1968. Pourtant Bruno Le Maire, qui était notre invité avant-hier, dit « Oh, mais ça va pas si mal en France quand on regarde les autres ». Je suis pas sûr, parce que quand on voit, par exemple, vous comptabilisez toutes les voix de, je dirais pas l'extrême droite, parce que ça c'est des mots de la fachosphère, c'est des conneries, mais enfin disons de la droite dure, ou la droite, ce qu'on peut appeler peut-être la droite identitaire, qu'en fait ça fait beaucoup de voix. Et ça montre que le pays est malade, très malade, contrairement à ce qui se passe par exemple en Allemagne. Alors, je ne veux pas toujours citer l'exemple allemand, c'est un peu idiot, mais quand vous voyez les dernières élections législatives en Allemagne, élections générales, vous avez... Alors vous voulez dire, quand ça va bien, on vote à gauche, quand ça va mal, on vote à droite, non, ce que je veux dire, c'est que les extrêmes, quand ça va bien, ce qui est le cas en Allemagne, les dernières élections, vous voyez très bien, les extrêmes à droite ou à gauche, eh ben, ils se cassent la gueule, ça marche pas du tout. Et nous, au contraire, c'est le contraire. C'est-à-dire, on voit très bien, c'est un pays qui est en semi-dépression nerveuse. Faut pas se cacher ça. Moi, je veux dire, les faits sont têtus, et je crois qu'il faut arrêter, on voit très bien. Enfin, il suffit de... Alors, les politiques, c'est normal, parce que Bruno Le Maire, c'est l'un des bras armés de Emmanuel Macron, il va pas vous dire que tout va mal, c'est normal. Je veux dire, il est dans son rôle. Question Cécile ou Arlette, allez, on parle d'incarnation, la campagne présidentielle. Beaucoup de personnes disent que les politiques sont totalement désincarnés. Lui, général de Gaulle, il parlait à la troisième personne. C'est un espèce de personnage romanesque. Est-ce que lui, vraiment, il était, lui, la France ? Il dit quelque chose, mais il le dit d'ailleurs, avant d'arriver au pouvoir, il dit quelque chose de très fort au journaliste américain David Schonbrun. Non, il vient juste d'arriver. Mais c'est que il pense toujours à ce qui s'était passé à Douala, au Cameroun, quand il arrive de Londres, donc on est en 1940, après la mauvaise expérience de Dakar, d'ailleurs, au Sénégal, c'est très très mal passé. Mais bon, il arrive à Douala, et là, il y a des milliers de personnes, des Africains, qui sont là à l'applaudir, de Gaulle, de Gaulle, de Gaulle. Et à ce moment-là, il pense à ce général de Gaulle qui est derrière. Et donc, il dit, c'est pour ça qu'il parle de lui à la troisième personne. Vous savez, mais c'est la même chose. Ça fait 1000 ans que comparaison n'est pas raison, mais avec Alain Delon. Delon, c'est parce que c'est une telle star internationale. De temps en temps, il a envie d'être tranquille et d'être Alain Delon. Donc, il parle d'Alain Delon à la troisième personne, c'est l'autre. Et le général de Gaulle, c'est pareil. Il a cette espèce de grand personnage. Mais je dirais, après, là, c'était le sens de votre question, c'est incroyable, c'est qu'il s'identifie à la France. C'est-à-dire que il est toujours sur l'intérêt général, c'est l'intérêt de la France. Et l'intérêt général, attention, moi je fais pas la semaine de Suzette du général de Gaulle. C'est-à-dire que pour servir l'intérêt général, tous les moyens sont bons. Et je dirais d'une certaine manière, il est léniniste, le général de Gaulle. C'est-à-dire la fin justifie les moyens. Il y a quand même du sang, quoi. Il y a du sang qui a été versé. Et ça, il le savait très bien. Il l'a fait, il l'a organisé. Vous en parliez avec Focard tout à l'heure. Oui, bien sûr. Grande nostalgie, évidemment, des Français. Des politiques essayent de toucher la croix de Lorraine en espérant qu'elle leur apportera quelques sagesse et intelligence et courage. Mais au fond, la nostalgie, c'est parce que vous dites, quand il revient en 58, il arrive avec des réformes, il les fait, ça passe ou ça casse, ça a toujours été effectivement sa ligne de conduite. Aujourd'hui, c'est impossible. Personne ne peut faire du De Gaulle. Personne ne peut avoir le courage, la détermination, la volonté du général. À l'époque, c'était impossible. Et il l'a fait avec un mélange, évidemment. Je raconte, parfois c'est obscène, c'est-à-dire une
bourri, un double jeu. Enfin, mais il y avait la dimension duplicité. quand même du général, même s'il était rejeté par la gauche, condamné par Mitterrand, il y avait quand même l'image historique du général. D'accord. Ça jouait en sa faveur. D'accord, c'est vrai que ça jouait en sa faveur, mais la leçon du général, elle tient en une phrase. C'est vraiment moi je pense que c'est le résumé de sa politique quand il est au pouvoir, c'est quand on veut, on peut. Or, on a quand même le sentiment aujourd'hui que devant la plupart des sujets importants, on ne peut pas. On ne veut. Pourquoi on ne peut pas? C'est parce qu'on ne veut pas, parce qu'on a peur, parce qu'on est pusillanime, parce que on sait que on a une dette qui s'accumule. Alors on est là avec tous les connards pseudo-économistes qui vont nous expliquer c'est pas grave cette dette parce que il y a une dette un montant plus élevé en Italie et au Japon. Et ces pauvres imbéciles ne savent pas que la dette française c'est une dette à l'étranger, alors que la dette en Italie ou la dette au Japon, ce sont les Japonais qui la détiennent. Ce sont les Italiens. Et nous donc on est en danger même économiquement. Et on a le sentiment que c'est pas un sujet, que tout le monde s'en fout. Là c'est un peu la différence, c'est-à-dire que ils voient les problèmes, ils les identifient et après on traite. Et on traite en mentant s'il faut. Et même on traite n'importe comment. On traite, on traite en. Ça, il a abusé parfois. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, ce ne serait plus possible. Pour abattre l'OAS, ils y sont allés. Et je veux dire, c'est pas passé par la loi. Hein, c'est pas passé. C'est passé par. Ce ne serait plus possible aujourd'hui. Il ne pourrait plus, non? Avec cette transparence de la vie en fait politique, avec les réseaux sociaux, puisqu'ils s'en foutaient en fait des journalistes, ils les aimaient pas, etc. Mais il aurait du mal quand même, non? Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que vous voyez par exemple ce qu'a fait Trump. Oui. En Amérique, c'est très intéressant. Bon, le personnage, il y a des problèmes psychologiques, pour ne pas dire psychiatriques, absolument évidents. Bon, et ça a marché. Ça a marché, je veux dire. Ça a marché non, mais attendez, ça a marché, il a été battu, mais vous savez très bien que il n'y aurait pas eu le Covid, il était réélu. Les chiffres étaient juste incroyables. D'ailleurs, il aurait été élu même largement. Hein, bon, donc il a payé le Covid. On peut bousculer les choses. Et d'ailleurs, il a gagné, si vous regardez bien, sur le Covid, puisque c'est quand même grâce à lui qu'il y a eu le vaccin, vu les sommes absolument monumentales qu'il a mis dedans. Enfin, ça s'est passé un cheveu. Il aurait pu gagner. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui même, attendez, je suis pas trumpiste du tout, bien au contraire, mais aujourd'hui même, quand on peut on peut aller contre tout le monde, on peut aller contre les médias. Vous savez, les médias, c'est pas un sujet, puisque moi, quand j'ai quand même un peu d'expérience, j'ai remarqué, les médias, c'est sûr qu'ils sont pas à droite, ça c'est sûr, et bien au contraire, ils sont même pas à gauche, ils sont souvent même gauchistes. Non mais attendez, le problème, c'est que de toute façon, ça ne compte pas, puisque sinon, Reagan n'aurait pas été élu aux États-Unis. Vous regardez la liste, non mais attends, la liste est en France. En France, Chirac, il perdait toujours tous les sondages. Il a gagné toutes les élections, enfin presque. Il en a gagné 2 sur 3 quand il était candidat. Donc, faut être un peu. Je crois qu'il faut être vraiment raisonnable. Et quand on est journaliste, notamment, il faut beaucoup d'humilité et de modestie. Alors, le filon du quand on veut, on peut, c'est le filon Zemmour, qui attaque tous les responsables politiques. Vous avez promis, vous n'avez pas fait, parce que vous ne vouliez pas, vous êtes des lâches. Donc il a raison. C'est un bon créneau porteur aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, il est sur un créneau porteur, mais il n'est pas en état de toute façon de remplir le mandat, puisqu'il n'a pas l'expérience, il n'a pas les troupes, il n'a pas le parti. Mais Macron n'avait pas d'expérience vraiment politique non plus. Mais il est parti avec une partie de la classe politique. Vous voyez bien, il avait quand même Gérard Collomb, c'était pas rien, le maire de Lyon, enfin tous ces gens qui sont partis, etc. Ou qui sont parfois encore avec lui, mais il avait une équipe. Zemmour, il est tout seul, donc c'est quand même, je crois que c'est toujours un problème quand on fait de la politique. Vous savez, vous voyez tous les présidents, mais le positionnement est le bon. Ils disaient tous la même chose. Le positionnement est le bon. Quand je vous entends tout à l'heure, je me dis, zut, alors les politiques sont lâches, ils n'ont pas de courage. L'exemple Trump contre la presse, contre l'établissement, comme disait Jean-Marie Le Pen. Je dis pas les politiques, parce que j'ai quand même une forme de modestie qui fait que je ne sais pas. J'en vois quand même quelques-uns. Oui, je crois, oui. Non, mais j'en vois quelques-uns qui ont des tripes contre la Trump. Je vois par exemple, on va commencer à gauche, quelqu'un comme Stéphane Le Foll, il sait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut, vous voyez, quelqu'un comme Laurent Wauquiez, oui bien sûr, mais parce que la gauche est dans l'état où elle est, elle a tout fait pour en être là d'ailleurs. Laurent Wauquiez, quand vous voyez attaqué de partout dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il est réélu largement, il est très populaire là-bas parce que voilà, lui aussi, quand on veut, on peut, il le fait. David Listard qui vient être réélu, d'autres, je sais pas, ou même des
des macro-compatibles. Je pense à Christian Estrosi ou des gens comme ça qui ont complètement changé leur ville. Vous regardez, il y a quand même une série de personnalités politiques en France qui tiennent la route. Ouais. Bon, allez, le sursaut, François-Olivier Gisbert. D'ailleurs des candidats à LR aussi, hein, bien sûr, Valérie Pécresse, Histoire etc., intime de la 5e République, c'est aux éditions Gallimard. François-Olivier Gisbert, merci d'être passé ce matin. Merci à vous. Merci dans beaucoup. les studios de Sud Radio, merci à Arlette et vous, 0826 303